Le 9 décembre 2024, il est 6h47 du matin. Paris dort encore, mais pas lui. Dans les couloirs de l'Élysée, le silence est presque absolu. Juste le bruit sourd des semelles des agents de sécurité sur le marbre. Ce marbre froid, impassible, qui a vu passer des dizaines de premiers ministres avant lui. Sébastien Lecornu, 3 mois 15 jours à la tête du gouvernement, pas un de plus, se tient debout face à la fenêtre de son bureau au 3e étage. Il regarde les Champs-Élysées. Une tasse à la main porcelaine de Sèvres, cadeau personnel de Macron le jour de sa nomination. Le genre de détail qui rappelle constamment à qui on doit sa place. Il ne le sait pas encore. Dans exactement 3h13, son téléphone va sonner. Et cet appel, ce simple appel, ne va pas seulement changer sa vie, il va ébranler toute la République. Ce matin-là avait pourtant commencé comme les autres. Réveil 5h30, dépêche AFP, Reuters, Le Figaro, voiture blindée, Élysée, la routine du pouvoir méthodique froide, presque mécanique. Sauf que ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. Sauf que là, non. Aujourd'hui, c'était pas un jour normal. Aujourd'hui, c'était le jour, celui où le Parlement allait voter, celui où tout le monde savait déjà ce qui allait se passer. Les sondages impitoyables, 78% des députés prêts à faire tomber son gouvernement, prêts à le censurer, fini, caput. Il le savait, tout le monde le savait. Alors lui, il se prépare. La réunion du cabinet 7h, pile comme toujours immuable rituel, presque absurde, dans les circonstances dans le salon doré de l'Élysée. Le décor le plus beau pour la pire des matinées. Et c'est là que ça arrive. Son téléphone personnel, pas le téléphone officiel, l'autre celui dans la poche intérieure de sa veste Hermès qui vibre. Il sort le Samsung, il regarde l'écran. Numéro inconnu. Dans une situation normale, jamais il aurait décroché. Le protocole de sécurité était clair là-dessus, on ne répond pas. Mais aujourd'hui, rien n'était normal. Ce matin-là, quelque chose clochait. Pas de manière évidente, mais dans le ventre, dans les tripes, ce sentiment diffus qu'on a quand on attend quelque chose sans vraiment savoir quoi. Lecornu décrocha, sa voix fatiguée mais instantanément en alerte. « Allô ?» De l'autre côté du combiné, une voix, familière, impossible à placer. Un homme, la cinquantaine à vue d'oreille, avec cet accent discret du sud-ouest, celui qu'on garde même quand on essaie de s'en débarrasser. Et là, sans préambule, sans politesse inutile, Monsieur le Premier ministre Lecornu. Ce que j'ai à vous dire est d'une importance capitale. J'ai des informations qui pourraient tout changer la décision que vous vous apprêtez à prendre dans exactement 3h13. Pause. Le cœur de Lecornu s'emballa. Pas d'un coup, non progressivement comme une machine qu'on pousse trop fort. Parce qu'il venait de comprendre quelque chose de fondamental, cet inconnu ne connaissait pas seulement son agenda. Il connaissait l'heure exacte du vote de confiance. Qui êtes-vous, que voulez-vous, comment avez-vous eu ce numéro? 3 questions, courtes, sèches. Le genre de questions qu'on pose quand on essaie de garder le contrôle, mais qu'on pose justement parce qu'on ne l'a plus. Qui je suis n'est pas important pour le moment, monsieur le Premier ministre. Ah, ce pour le moment. Vous avez entendu, pas ça ne vous regarde pas, pas peu importe. Non pour le moment, une promesse voilée. Une menace déguisée en politesse. Ce qui suit, c'est une bombe posée délicatement sur la table Marine Le Pen, la réunion extraordinaire de son parti. Hier soir, à Digne, des discussions secrètes. Elle sait quelque chose sur vous que vous ne savez pas encore, quelque chose que même vos plus proches collaborateurs ignorent. Arrêtez-vous là, relisez ça. Quelque chose que lui-même ne sait pas encore. On n'est plus dans le domaine de la politique. On est dans celui des secrets enfouis, des vérités qu'on croyait mortes et qui visiblement ne le sont pas. Et Lecornu, lui, il sent quelque chose, un frisson glacial, le long de l'échine, le corps qui réagit avant même que l'esprit ait eu le temps de traiter l'information, le corps qui sait, lui, que ce coup de fil n'est pas anodin. Alors on se rappelle, Marine Le Pen était silencieuse depuis plusieurs jours, dans une crise politique qui secouait le gouvernement. Elle, la femme qui monte au créneau avant même que le feu soit déclaré, elle se taisait. Ce silence maintenant prend un tout autre sens. Elle ne se taisait pas parce qu'elle n'avait rien à dire. Elle se taisait parce qu'elle attendait son moment. Continuez, je vous écoute.
La voix de l'écornu s'était durcie, plus de tremblements, plus d'hésitation. Juste cette froideur particulière qu'on acquiert quand on commence à comprendre qu'on est peut-être en train de se faire piéger. Et alors la question tombe, nette, chirurgicale. Monsieur le Premier ministre, savez-vous réellement pour quelle raison Emmanuel Macron vous a placé à ce poste? Il y a exactement 3 mois et 15 jours. Pas un de plus, pas un de moins. Pause. Ce n'étaient pas vos états de service au ministère de la Défense, personne ne les conteste, soit dit en passant. Ce n'était pas non plus votre loyauté pourtant proverbiale. Non. C'était parce que Macron savait, il savait avec une précision qui donne froid dans le dos, que cette crise précise éclaterait exactement à cette période. Et là, coup de masse. Parce que l'écornu se souvient, il se souvient de ce bureau, de cette conversation, du regard du président posé sur lui ce jour-là. Un regard qu'il n'avait pas su décrypter sur le moment. Quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qui rétrospectivement ressemblait étrangement à de la culpabilité. La main libre de l'écornu se crispa sur le rebord de son bureau en acajou. « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement » lâcha-t-il, la voix légèrement voilée. Ce qui suivit fut brutal dans sa précision, sa nomination n'avait rien d'un honneur mérité. C'était une mécanique froide, planifiée, calculée, orchestrée. Macron l'avait placé là en sachant exactement ce qu'il faisait, un bouc émissaire, un agneau sacrificiel de l'Élysée. Ses mains se mirent à trembler. Il tourna les yeux vers l'horloge suisse accrochée au mur. Dans 3h08 précisément, il devrait se présenter devant le Parlement pour le vote de confiance, un vote que tous les décomptes, tous les sondages, toutes les analyses politiques lui donnaient perdant, sans la moindre ambiguïté. 5 minutes, c'est tout ce qu'il avait demandé. 5 minutes et tout a basculé. La ligne avait coupé net, sans avertissement, sans au revoir, comme si la voix à l'autre bout n'avait jamais existé. Et l'écornu restait là, immobile, le Samsung dans la paume, à fixer son propre reflet dans l'écran éteint. Un visage qu'il ne reconnaissait plus tout à fait, un visage traversé par une question qu'il n'osait pas encore formuler à voix haute. Qui, comment? Et surtout, est-ce que c'est vrai? Puis au 10e coup de son propre cœur qu'il entendait battre jusque dans ses tempes, l'email est arrivé, exactement comme promis, une adresse cryptée, inconnue, impossible à relier à quoi que ce soit, une pièce jointe audio, ses mains tremblaient, il a cliqué quand même, et là la voix, cette voix qu'il connaissait par cœur, la voix qu'il avait appelée Félicité nommée. « Alexis, nous avons un problème majeur. » Ce qui suit, c'est 3 minutes d'enregistrement qui valent 10 ans de trahison. Macron, calme, presque chirurgical, exposant le plan à colère comme on commente un organigramme. Il faut quelqu'un de loyal mais remplaçable. Quelqu'un qu'on peut pousser devant les balles quand les manifestations reprendront, quand l'économie s'effondrera, quand l'opposition chargera de toutes parts. Quelqu'un qu'on peut blâmer. Et ce quelqu'un, c'était lui, Sébastien Lecornu, parfait pour ce rôle. Colère à son crédit a hésité. Il a prononcé le mot que Macron ne voulait pas entendre cruel. Il a rappelé la loyauté de Lecornu, les années de soutien, les choix assumés même quand personne d'autre ne suivait. La réponse du président froide. Définitive. Presque élégante dans sa brutalité, la politique n'est pas un jeu d'enfant. Parfois, nous devons sacrifier nos amis les plus proches pour sauver le système. Et quand Kohler a osé utiliser le mot « manipuler », Macron l'a corrigé sans même hausser le ton. Nous ne manipulons personne. Nous faisons de la politique. Voilà, c'est ça la phrase. C'est ça qui devrait glacer le sang de n'importe qui. Pas un aveu de culpabilité, une justification tranquille. La manipulation rebaptisée en gouvernance, la trahison habillée en sacrifice républicain, Lecornu venait de comprendre quelque chose que très peu de gens comprennent de leur vivant. Il n'avait jamais été un allié. Il avait toujours été un outil. Quelques mois au sommet de l'État, c'est finalement pas rien. La plupart des types en politique ne verront jamais ça de leur vie entière, alors oui, techniquement, c'est déjà une victoire. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Pendant que les caméras tournaient, pendant que les discours s'enchaînaient, 18 heures par jour, 3 mois complets de loyauté aveugle, 3 mois à défendre des décisions qu'il n'approuvait pas, forcément 3 mois à faire taire sa propre conscience, tout ça c'était du vent. Une mise en scène, une manipulation froide, calculée, chirurgicale.
Et là, les écouteurs qui partent, d'un coup les mains qui tremblent, pas de stress, pas de fatigue, de rage, de trahison pure. Ses chaussures italiennes, celles qu'on lui avait offertes lors d'un déplacement officiel à Milan, ironiquement, claquaient sur le parquet de Versailles. Un bruit sec, régulier, presque mécanique. Il faisait les 100 pas. Encore. Toujours. Son fauteuil ministériel était vide derrière lui. Il ne pouvait plus s'y asseoir. Pas maintenant. Pas avec cette rage qui montait, qui gonflait, qui débordait comme une marée noire qu'aucune digue ne pouvait contenir. Il s'était fait avoir. Voilà la vérité. Nu, brutal, insupportable. Faire confiance à ce point-là, c'était ça son erreur fondamentale. Pas une erreur de calcul politique, non. Une erreur humaine. La pire qui soit pour un homme de pouvoir. L'horloge sur le mur l'anarguait. Moins de 3 heures. 3 heures avant le Parlement, avant les caméras, avant les journalistes, avant la France entière qui allait le regarder dans les yeux et chercher la fissure. Mais ce qu'il ne savait pas encore, ce que personne ne savait encore, c'est que l'homme qui allait sortir de ce bureau n'était plus le même que celui qui y était entré ce matin. Fini le Premier ministre loyal. Fini la défaite digne, élégante, bien emballée pour les médias. Ce qui marchait dans cette pièce maintenant, c'était quelque chose d'autre. Un homme trahi. Un homme humilié. Un homme qui avait des comptes à régler, des comptes très personnels, et qui pour la première fois depuis longtemps n'avait plus absolument rien à perdre. Alors là, le téléphone officiel qui vibre est sur l'écran président de la République. Emmanuel Macron. En personne. Pas un chef de cabinet, pas un conseiller. Lui, Sébastien, mon cher ami. Ah oui, cher ami, on sort les grands mots ce matin. Macron qui demande si Lecornu est prêt, qui parle d'épreuves terribles de bateaux qui coulent. Le président qui joue la carte de la solidarité. Nous coulons ou nous survivons ensemble. Magnifique. Vraiment magnifique. Et Lecornu. Il prend une grande inspiration, vous entendez cette pause, et il répond, glacial, parfaitement maîtrisé, « Je suis plus près que vous ne pourriez jamais l'imaginer. » Pas rassurant pour deux sous ce truc-là, Macron continue. Il promet son soutien total et inconditionnel. Il sera dans la galerie présidentielle pour le regarder. Et Lecornu, il dit quoi ? Bien sûr, votre soutien total et inconditionnel, comme toujours. La voix qui devient glaciale. Ce « comme toujours » qui tombe comme une guillotine. Messieurs, dames, ce n'est pas un ministre qui parle à son président. C'est un homme qui sait exactement ce qu'il se passe et qui a déjà décidé quelque chose. Il raccrocha. Le silence retomba dans le bureau. Lecornu s'installa devant son ordinateur portable et commença à écrire. Mais attendez, ce qu'il tapait là, c'était quoi exactement? Parce que ce n'était pas le discours préparé la veille, pas celui travaillé pendant des heures avec ses conseillers, pas le discours du Premier ministre sage, humble qui accepte sa défaite avec élégance, avec cette fameuse grandeur qu'on attend des hommes d'État. Non, ce qui sortait de ses doigts, c'était autre chose, quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui n'avait pas de nom encore mais qui allait en avoir un très bientôt. Quelque chose qui allait faire trembler la République jusqu'à ses fondations. À 8h30 tapante, la porte du bureau s'ouvrit. Pierre Dubois, chef de cabinet homme de l'ombre, entra après un discret coup frappé. Le genre de type qu'on remarque à peine. Le genre de type qui justement a tout intérêt à ne pas se faire remarquer. Monsieur le Premier ministre, les services de communication sont prêts pour les derniers ajustements de votre discours. Lecornu leva les yeux. Lentement. Comme quelqu'un qui n'a pas dormi, mais qui a en revanche beaucoup réfléchi. Pierre, depuis combien de temps travaillez-vous pour moi exactement? 3 mois, 15 jours. La réponse fut précise, presque automatique, celle d'un homme bien entraîné. Et avant ça, le silence qui suivit en dit plus long que n'importe quelle réponse. Pierre se raidit imperceptiblement. J'étais au cabinet personnel du président Macron, monsieur. Des coquilles, exactement. Lecornu se leva. Il traversa la pièce jusqu'à la grande fenêtre, celle qui donne sur les jardins de l'Élysée, et resta là, dos tourné, à contempler quelque chose que Pierre ne pouvait pas voir. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, Pierre? D'autres petits détails que le président vous a personnellement demandé de taire? D'autres instructions confidentielles? Les mains de Pierre commencèrent à trembler, légèrement, mais suffisamment pour que ça se voie. Monsieur le Premier ministre, je ne suis vraiment pas sûr de comprendre.
Oh, je pense que vous comprenez parfaitement. Il se retourna, et dans ses yeux, pas de cri, pas d'éclat. Quelque chose de bien plus dangereux, une colère froide, maîtrisée, calculée. Allez dire à votre véritable patron que son petit plan si bien orchestré vient de subir une modification majeure. Je ne serai pas le bouc émissaire docile qu'il espérait. Je ne serai pas l'agneau qu'on mène à l'abattoir en silence. Monsieur le Premier ministre, je vous assure que... Sortez. Un mot, un seul, mais la façon dont il fut prononcé ferma définitivement la conversation. Ah, sortez de mon bureau, Pierre, et dites à Emmanuel Macron qu'il va avoir une surprise désagréable ce matin, une surprise qu'il n'oubliera jamais. Seul. Le bureau le silence le poids de ce qui allait suivre. Le cornu posait sa plume. Non, il ne s'arrêtait pas, il continuait d'écrire. Ce discours, ce nouveau discours, il le construisait mot après mot, en pleine conscience de ce qu'il était en train de faire. Il n'était pas naïf. Il savait exactement où ça menait la fin de la carrière, la fin du retour possible, la fin de tout ce qu'il avait bâti pendant des années. Et pourtant, il s'en foutait complètement. 3 mois. 3 mois de manipulation froide, calculée, cynique. 3 mois de mensonges habillés en communication, de vérité tordue en narratif. Ça suffisait? Il était grand temps de parler, de tout dire. La vérité sans filtre, sans équilibre, savamment dosée, sans cette langue de bois qu'il maîtrisait si bien. Tout, la vérité. Enfin, 15 minutes. C'est tout ce qu'il restait avant le vote qui allait tout changer. Et c'est exactement à ce moment-là, 9h45, pas une seconde, de plus pas une seconde, de moins que le téléphone de l'écornu sonna à nouveau. La même voix, toujours cette même voix mystérieuse posée comme si elle avait tout son temps alors que lui, il n'en avait plus aucun. Monsieur le Premier ministre, j'espère sincèrement que vous avez pris le temps d'écouter l'enregistrement. Le cornu, cette fois, ne tergiversa pas. Quelque chose avait changé en lui depuis la première écoute. Oui, je l'ai écouté. Maintenant, dites-moi qui vous êtes vraiment. Et là, mes amis, la réponse qui arrive n'est pas un nom, pas une identité. C'est presque une déclaration de foi. Je suis quelqu'un qui croit encore que le peuple français mérite la vérité sur ses dirigeants. Je suis quelqu'un qui en a assez de voir des hommes intègres transformés en vulgaires pions sur les échiquiers politiques. Je suis quelqu'un qui pense que la démocratie, la vraie, mérite infiniment mieux que ces petits jeux sordides. Vous entendez ça? Cette voix ne parle pas pour elle-même. Elle parle pour quelque chose de plus grand. Le cornu insiste. Pourquoi m'aidez-vous? Qu'est-ce que vous y gagnez? Et la réponse simple, chirurgicale, implacable. Parce que vous avez encore le choix, monsieur le cornu. Un choix que beaucoup d'hommes politiques n'ont plus. Le cornu n'avait pas bougé. Le téléphone était muet depuis plusieurs secondes, mais les mots continuaient de résonner dans sa tête comme une sentence irrévocable. Vous pouvez soit jouer docilement le rôle pathétique que Macron vous a assigné, soit dire courageusement la vérité au peuple français. Qu'allez-vous choisir? Un choix. On lui offrait un choix. Sauf que ce n'en était pas vraiment un, et ils le savaient tous les deux. Puis la voix avait enchaîné presque trop calme, trop précise, pour être anodine dans exactement 10 minutes un nouvel email. L'enregistrement complet, une conversation secrète entre Macron et Marine Le Pen la nuit précédente, 23 heures en plein cœur de la crise. L'estomac de Lecornu se serra, pas une rumeur, pas une fuite approximative, un enregistrement. Et le contenu? Un accord. Le genre d'accord qu'on ne couche jamais par écrit, qu'on ne prononce jamais à voix haute dans une salle officielle. Marine Le Pen s'engageait à ne pas déposer de motion de censure contre lui. Lecornu en échange de concessions très précises sur l'immigration et la sécurité intérieure. Macron négociait dans son dos. Macron le sacrifiait publiquement, tout en s'assurant dans l'ombre que le système tienne, que le gouvernement ne s'effondre pas complètement, que la mécanique du pouvoir continue de tourner avec ou sans lui. Vous êtes le sacrifice. Mais le système lui survit. Lecornu resta là immobile, le regard dans le vide. Macron et Le Pen, un accord secret. C'était au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars politiques. 10 minutes, pas une de plus, pas une de moins, exactement comme annoncé. L'email tomba et là,
On n'était plus dans la même catégorie. L'enregistrement était plus court, certes, mais infiniment plus dévastateur. La voix de Macron d'abord usée, mais avec cette détermination qu'on lui connaît quand il sent que tout part en vrille. « Marine, nous avons absolument besoin de votre coopération pour demain. L'avenir de la stabilité politique en dépend. » Stabilité politique, le grand mot, le mot valise qu'on sort à chaque fois qu'on veut habiller une magouille en acte d'État. Et elle froide, chirurgicale, calculatrice comme toujours. Et en échange de cette coopération, qu'est-ce que j'obtiens concrètement? Concrètement, elle ne fait pas dans le flou, elle, pas question de se faire rouler avec de belles paroles. Macron, nous nous engageons à discuter sérieusement de certaines de vos propositions sur l'immigration européenne et les contrôles aux frontières. Des discussions officielles, pas des promesses en l'air? Pas des promesses en l'air, lui-même le dit. Lui-même reconnaît implicitement que le reste du temps, c'est exactement ce que c'est. Et l'écornu dans tout ça, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, voilà la vraie question. Voilà où on entre dans le dur. L'écornu sera sacrifié publiquement, exactement comme nous en avons convenu la semaine dernière. Vous aurez votre victoire symbolique très médiatisée. Vous pourrez dire à vos électeurs que vous avez fait tomber le gouvernement Macron, mais le système de gouvernement lui survivra. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Prenez le temps de laisser cette phrase vous traverser. Tout le monde y gagne. Un ministre jeté en pâture comme un os qu'on lance à un chien et les deux maîtres se serrent à la main dans l'arrière-cuisine pendant que leurs électeurs respectifs croient avoir remporté une victoire. Parfait! Dans ce cas, le Rassemblement national s'abstiendra lors du vote de confiance. Nous ne voterons ni pour ni contre. Cela vous donne la majorité nécessaire pour survivre. Merci Marine. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Voilà, c'est dit, c'est enregistré, c'est envoyé. 2 minutes. Il ne restait que 2 minutes avant que les portes de l'hémicycle ne s'ouvrent. 2 minutes avant que l'histoire politique de la France bascule pour toujours. L'écornu claqua son ordinateur portable, pas doucement, brutalement, comme on claque une porte sur une trahison, parce que c'est exactement ce que c'était. Macron l'avait trahi et pas n'importe comment, pas par maladresse, pas par erreur de calcul. Non, de la façon la plus cynique qui soit. Dans son dos, il avait conclu un accord sordide avec l'extrême droite. Et le pire, il avait utilisé la loyauté de l'écornu comme monnaie d'échange, sa confiance, sa fidélité, transformée en simple outil de négociation politique. La colère le submergeait, totalement, complètement. Il leva les yeux vers l'horloge murale. 2 minutes. Il sortit son téléphone personnel, celui que personne ne surveillait, et tapa le même message, mot pour mot, à chaque grande rédaction du pays. Le Figaro, Le Monde, Libération, France Inter, B, F, M, T, V, L, C, I. Personne ne serait laissé de côté. Le texte était court, chirurgical. Conférence de presse extraordinaire et exclusive immédiatement après le vote de confiance à l'Assemblée nationale. Révélation majeure et inédite sur la crise politique actuelle, document à l'appui. Pas de signature superflue, pas d'explication, juste l'essentiel et l'essentiel suffisait amplement. Il posa le téléphone, attrapa sa veste, ajusta sa cravate une dernière fois devant le miroir. Son reflet lui renvoyait un homme décidé. Il se dirigea d'un pas ferme et mesuré vers l'Assemblée nationale, le discours explosif, serré dans la main les pages encore chaudes. Le cœur battait fort, trop fort peut-être, mais l'esprit lui était d'une clarté absolue tranchante comme du cristal. La tension était presque palpable dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, une tension rare, presque théâtrale. Fait historique, les 577 députés occupaient leur siège sans exception. Dans les tribunes de presse, les journalistes se tenaient prêts objectifs braqués sur la tribune centrale. Depuis la galerie présidentielle, Emmanuel Macron observait la scène affichant une assurance qui ressemblait davantage à de la arrogance calculée. L'écornu lui gravit lentement les marches de la tribune officielle, un regard vers la galerie présidentielle, un regard vers l'hémicycle, puis vers les caméras, celles qui diffusaient en direct dans toute la France et bien au-delà de ses frontières. Et là, personne ne s'y attendait. La voix qui prend le micro, elle est nette, posée, maîtrisée à la perfection. Pas une hésitation, pas un tremblement. Et ce qu'il dit dès la première seconde, c'est une bombe,
Mesdames et messieurs les députés de la République, je ne suis pas là pour défendre un gouvernement qu'on a déjà condamné. Je suis là pour mettre sur la table la vérité, celle qu'on vous cache, la manipulation cynique sordide dont on a tous été les victimes. L'Assemblée, elle frémit. Un murmure puis un autre. Parce que ça, ce n'était pas au programme. Ce n'était absolument pas ce que le protocole prévoyait. Et là-haut, dans la galerie présidentielle, Macron. Il se redresse, brusquement. Et sur ce visage si habitué aux caméras, si entraîné à ne rien laisser paraître, vous voyez quelque chose qu'on voit rarement. De l'inquiétude, de la panique. 3h13 du matin. Pas 3h30, pas 3h20, 3h13 exactement. Ce détail-là, il ne choisit pas au hasard, croyez-moi. Et dans ce silence pesant, il lâche la bombe. Ah, ce coup de fil a tout fait voler en éclats. Ma nomination, pas une récompense, pas une reconnaissance, un sacrifice, froidement calculé, cyniquement orchestré. Le président savait. Il savait que cette crise allait exploser et il m'a placé là, exactement là, pour être celui qui tombe. L'hémicycle implose, les députés bondissent. Les uns hurlent leur colère, les autres applaudissent comme si leur vie en dépendait. Les journalistes, ils ne clignotent même plus des yeux stylo caméra, tout tourne à plein régime. Et là-haut dans la galerie, Macron, blanc, livide. Ses conseillers qui s'agitent autour de lui comme des fourmis affolées, mais lui, il ne bouge plus. Le cornu n'en avait pas fini. Loin de là. Sa voix posée, maîtrisée, presque chirurgicale, tranchait net dans le vacarme de l'hémicycle. Mesdames et messieurs les députés, ce que je viens de vous dire n'est que la surface des choses. Il marqua une pause, courte, calculée. Hier soir, tard dans la nuit, un accord a été conclu secret, honteux, indigne de la République entre le président lui-même et Madame Marine Le Pen. Le silence tomba d'un coup. Le Rassemblement national s'abstenait lors de ce vote, en échange des concessions sur l'immigration. Dans son siège, Marine Le Pen ne bougea plus. Son visage d'ordinaire taillé dans le granit venait de perdre toutes ses couleurs. Elle tourna la tête vers Macron, lentement, les yeux chargés d'une fureur froide absolue, parce qu'elle comprenait en cet instant précis deux choses. Simultanément, elle avait été manipulée, et leur secret venait d'être jeté en place publique. Et là, le cornu sort son joker. Une clé USB brandie comme une arme devant tout l'hémicycle du Grand Théâtre, mes amis du vrai. Il lâche la bombe, ses enregistrements audio, ils partent direct à la presse française, ET international, dès la fin de la séance. Pas de filtre, pas de négociation. Le peuple mérite la vérité, dit-il, celle qu'on lui cache depuis trop longtemps, sur la manière dont ses propres dirigeants jouent avec la démocratie, comme si c'était une vulgaire partie de cartes. Pendant ce temps, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, essaie désespérément de reprendre le contrôle à coups de marteau. Peine perdue. L'hémicycle chaos total, incontrôlable, ingérable. La salle retint son souffle. Le cornu ne chercha pas à ménager ses mots. Il planta son regard dans celui de Macron, pas vers la salle, pas vers les caméras, directement vers lui dans la galerie. « Vous m'avez trahi, de la façon la plus lâche qui soit. » Pas de tremblement dans la voix, pas d'hésitation. La confiance que je vous avais accordée trahie. Les valeurs républicaines que nous étions censés porter ensemble trahies. Monsieur le Président de la République. Il prononça ce titre en dernier, comme une accusation finale, comme un crachat poli sur un trône qui ne méritait plus d'être respecté. Et puis il descendit de la tribune, sans attendre le vote, sans se retourner. Est-ce qu'il savait que sa carrière politique venait de mourir sur cette estrade? Oui, absolument, il le savait. Est-ce qu'il s'en fichait? Visiblement oui. Parce qu'il y a des moments dans une vie où faire ce qui est juste coûte tout. Et ce soir-là, le cornu avait choisi de tout payer. Son téléphone vibra à l'instant même où il franchissait les couloirs marbrés de l'Assemblée. Et là, cette voix. La même voix mystérieuse qui avait tout mis en branle depuis le début. Toutes mes félicitations, monsieur le cornu. Ce que vous venez de faire, c'est l'acte le plus courageux de toute votre carrière politique. Et là, le cornu pose la question, celle qu'on attendait tous depuis le début. Mais qui êtes-vous au fond? La réponse, elle claque. Pas de nom, pas de visage, juste une mission. Je travaille dans l'ombre depuis des années. Pour la démocratie, pour les vraies valeurs.
C'est flou, c'est mystérieux et franchement, c'est efficace. Et puis Lecornu insiste, évidemment, il insiste. Et maintenant, concrètement, il se passe quoi? Et là, mon ami, tu reçois pas une réponse politique. Tu reçois une leçon de dignité. Tu rentres chez toi la tête haute. La France, elle va peut-être enfin comprendre qu'elle mérite mieux que des gens qui jouent avec la démocratie comme si c'était un jeu de société. Voilà, rideau. Sous une avalanche de flashs et de questions qui fusaient de toutes parts, Lecornu quitta l'Assemblée nationale dans un silence éloquent, pas un mot, pas une réponse. Pourtant, ce sourire calme, presque détaché, trahissait tout ce qu'il refusait de dire. Et ce soir-là, seul, dans son appartement du 7e, il s'installa devant ses écrans. Toutes les chaînes, en même temps, parce que ce qu'il avait lâché dans la salle des débats n'était pas une simple déclaration, c'était une bombe à retardement politique qui venait d'exploser en direct. Macron, sous une pression comme il n'en avait jamais connue. Le Pen, en train de se débattre frénétiquement pour se désolidariser d'un accord qu'on venait d'exposer au grand jour. Et les partis d'opposition, eux, unis, ce qui, croyez-moi, n'arrive pratiquement jamais pour exiger une seule et même chose, de nouvelles élections présidentielles anticipées. C'est à ce moment précis que son téléphone personnel se met à vibrer. Un message de sa fille. « Papa, je suis infiniment fier de toi. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Tu es redevenu l'homme intègre que j'ai toujours admiré. » Et là, mes amis, pour la toute première fois depuis qu'il avait endossé le costume de Premier ministre, un sourire. Pas un sourire de façade, pas le genre de sourire qu'on colle sur son visage devant les caméras. Non. Un sourire sincère, profond, vrai. Il avait perdu son poste, oui, sa carrière politique. Probablement fichu, définitivement. Mais ce qu'il venait de retrouver, ça, aucun scrutin, aucun vote de confiance, aucun jeu de coulisses ne pouvait vous l'arracher. Son intégrité, sa dignité, le respect de sa propre conscience, et franchement, c'est peut-être ça la victoire la plus rare en politique. 3 heures. Il n'a fallu que 3 heures pour que tout bascule, pas uniquement pour lui, mais pour la France entière. Et vous savez quoi? C'est parfois exactement ça dont un pays a besoin. Un seul homme. Un homme qui regarde l'avenir en face, qui sait ce qu'il risque et qui choisit quand même la vérité. Dans les rues de Paris, la foule hurlait son nom. Lecornu, l'homme qui a osé dire la vérité, le héros de la République. L'histoire va peut-être retenir qu'il n'a été Premier ministre que 3 mois et 15 jours. Mais ce qu'elle ne pourra jamais effacer, c'est qu'en 3 heures seulement, il a tout changé. Il a rendu l'espoir à un peuple qui ne croyait plus en rien. Un coup de fil anonyme venu de nulle part, porté par quelqu'un qui croyait encore contre toute attente que la vérité pouvait l'emporter sur le cynisme, que l'intégrité n'était pas un mot mort. Ce soir-là, tandis que Paris vibrait encore sous le choc des révélations de la journée, Lecornu ferma les yeux, paisiblement, pour la première fois depuis sa nomination. Il n'avait pas cédé à la pression, il n'avait pas plié, il avait choisi lui et personne d'autre de faire basculer le cours de l'histoire française. Mais attendez, l'affaire ne s'arrêtait pas là, loin de là. 72 heures à peine après que Lecornu avait lâché ses révélations, comme une bombe au cœur de la République, la France entière s'était embrasée. Des manifestations éclataient, partout de Marseille à l'île de Lyon, à Bordeaux, chaque ville, chaque place, chaque rue, et sur les réseaux, le hashtag Lecornu héros était en train de tout exploser partout sur toutes les plateformes. Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, une crise silencieuse était en train de dévorer la présidence de l'Intérieur. Macron faisait les 100 pas, ce n'était plus un chef d'État, c'était un homme acculé. 18 points, 18 putains de points perdus en 72 heures. Pour vous mettre ça en perspective, aucun président de la Ve République n'avait jamais connu une chute aussi brutale, aussi verticale. C'est pas une crise de popularité, mes amis, c'est un effondrement. Et pendant ce temps-là, ses conseillers couraient dans tous les sens, cherchant à colmater une brèche qu'ils ne comprenaient même pas encore. Macron lui avait une seule obsession, Comment ces enregistrements avaient-ils pu fuiter? Qui avait osé? C'est là qu'Alexis Kohler prend la parole. Et franchement, rien que de le regarder, vous compreniez que la situation était grave.
L'homme avait pris 10 ans dans la gueule en 3 jours. D'une voix blanche presque mécanique, il lâche la conclusion à laquelle personne ne voulait arriver il y a une taupe. Pas un hacker externe, pas une erreur de système, quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui connaît les méthodes, qui a les accès, qui sait exactement où taper pour faire le plus de dégâts. Et là, mes amis, le sol se dérobe sous vos pieds. Jean-Claude Marneau, voilà enfin le nom derrière la voix. Ancien directeur adjoint de la DGSE, pas n'importe qui donc. Un homme mis à la retraite de force parce qu'il avait eu l'audace de dire non. Non à certaines opérations. Non à certaines compromissions. Dans un système où tout le monde courbe l'échine, lui avait choisi de rester droit. 3 ans. 3 ans à collecter, à documenter, à patienter. Son petit appartement du Marais discret, presque invisible, était devenu une sorte de quartier général silencieux. Et ce soir, en regardant les informations défiler sur son écran, il n'avait qu'une expression sur le visage, la satisfaction froide de celui qui a joué une longue partie et qui voit enfin ses pions se mettre en place. L'affaire Lecornu, juste la surface, juste ce que le grand public pouvait absorber pour l'instant. En dessous, c'était une toute autre histoire et Marneau le savait mieux que quiconque. Quant au choix de Sébastien Lecornu, ce n'était pas un hasard. Rien dans la démarche de Marneau n'était laissé au hasard. Il avait étudié le profil, un homme intègre, loyal mais pas au point d'être aveugle. Le genre de personne qui, face à la vérité brute, fait le bon choix, pas le choix facile, le bon. La vibration du téléphone le tira de ses pensées, un numéro familier s'afficha à l'écran. Catherine Morin-Desailly, sénatrice centriste, présidente de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'État. « Jean-Claude !» Sa voix était tendue, pressée sans détour. « Il faut qu'on se voie. C'est urgent, vraiment urgent. » Il ne dit rien, il attendit. « On vient de recevoir une demande officielle. » Elle marqua une pause comme pour peser ses mots. Lecornu veut comparaître devant la commission. Sous serment, il prétend avoir d'autres révélations à faire. Un silence s'installa entre eux. Puis Marneau sourit lentement, presque malgré lui. Lecornu. Décidément. Cet homme était exactement ce qu'il avait pensé qu'il était. Contrat truqué, commission occulte, financement illégaux de campagnes électorales. Voilà ce qu'il voulait révéler. Tout ça, sans filtre, sans concession. Jean-Claude, si c'est vrai, c'est pas juste un scandale, c'est l'effondrement de tout un système. Cette nuit-là, Lecornu ne dormait pas. Impossible. Pendant que la ville dormait, lui, il était là dans son appartement seul, face à ses notes, à préparer chaque mot, chaque phrase, chaque détail de son témoignage devant la commission sénatoriale. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que demain matin, quand il ouvrirait la bouche, c'était fini. Aucun retour possible, aucune porte ouverte, la politique terminée. Et pourtant, il s'en fichait, complètement. Parce que la vérité, elle devait éclater. Toute la vérité, jusqu'au bout. 32 ans pour entrer à l'Assemblée, 35 pour décrocher un ministère, 39 pour grimper jusqu'à Matignon. Une trajectoire que peu d'hommes politiques peuvent revendiquer dans ce pays. Et pourtant, c'est à ce même âge, 39 ans, et quelques misérables mois qu'il allait probablement mettre un point final à tout ça. Non pas dans la gloire, non pas dans la dignité, mais en ouvrant les placards les plus sombres de la République devant les caméras du monde entier. Son téléphone vibra. Le général Pierre Langlade, ancien collègue, ministère de la Défense. « Sébastien, j'ai vu ce que vous avez fait à l'Assemblée. On doit se parler pas au téléphone. J'ai des documents sur l'affaire des sous-marins australiens, des documents qui prouvent que Macron a menti au Parlement. » Lecornu ferma les yeux. Les sous-marins, évidemment, les sous-marins. Il revoyait tous les réunions à huis clos dont les comptes rendus n'existaient pas, les contrats paraphés dans des bureaux sans fenêtres, les commissions qui disparaissaient vers des comptes que personne n'était censé connaître. À l'époque, il avait des soupçons, rien que des soupçons, se répétait-il. Mais maintenant, il avait un général au bout du fil. Ce matin-là, Lecornu avait pris soin d'arriver le premier discret presque fantôme dans un café anonyme du 15e. Pas de garde du corps, pas de chauffeur officiel, juste lui, un café allongé et l'attente. Langlade est arrivé peu après. Et franchement, le général était flippé. Ce mec regardait par-dessus son épaule toutes les 30 secondes
comme si la DGSI allait débarquer d'une seconde à l'autre. Puis il a sorti une clé USB de sa poche et là il lâche cette phrase qui glace le sang. « Ce que je vais vous montrer peut nous coûter cher à tous les deux. » Mais il ajoute quelque chose de crucial. « Après ce que vous avez fait à l'Assemblée, je sais que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. » Et le cornu, il n'a pas tremblé. Pas de grande déclaration, pas de discours. Juste 2 mots, « Montrez-moi ». Attendez, 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 parce que là, on entre dans quelque chose de lourd. Langlade sort la clé USB, la branche sur le portable et là, il pose les documents sur la table. Les vrais chiffres, pas ceux qu'on vous a montrés dans les rapports officiels, non, non, les vrais. Et ce qui apparaît à l'écran, c'est 150 millions d'euros. 150 millions. En commission, non déclarée. Le cornu regarde ça et ses yeux s'écarquillent. Parce que la liste des bénéficiaires, c'est pas des inconnus. C'est des gens proches, très proches du président. Des gens qui ont financé sa campagne, des gens qu'on connaît. « Mon Dieu !» il murmure. Et franchement, on comprend. Alors Langlade, il lui explique très calmement ce que ça veut dire. Le président aurait utilisé les contrats d'armement pour arroser son réseau politique, illégalement. Et Lecornu, lui, en tant qu'ancien ministre de la Défense, officiellement, il aurait dû savoir. Sauf que lui, il savait rien, il n'avait jamais vu ces documents. Et c'est précisément pour ça qu'il doit témoigner pour montrer comment on l'a mis sur le devant de la scène publique tout en le tenant à l'écart des vraies décisions. Il était là pour prendre les coups, pas pour prendre les décisions. Et ça, mes amis, c'est le système. 2 jours s'écoulent, et là, les caméras de toutes les chaînes d'infos sont braquées sur la commission sénatoriale. Le cornu, lui, est assis face au sénateur, sous serment. Toute la France était suspendue à ses écrans, le souffle coupé. Le cornu prit la parole. « Mesdames et messieurs les sénateurs, ce que je m'apprête à révéler aujourd'hui risque de secouer profondément l'opinion publique, mais la République, elle, mérite mieux que les mensonges et la corruption. » Ce qui suivit dura 3 heures. 3 heures durant lesquelles il démonta pièce par pièce avec une précision chirurgicale l'intégralité du système contrat truqué, commission occulte, financement illégaux, compte offshore, documents, enregistrements, témoignages. Chaque preuve tombait comme un verdict, et pour finir la voix ferme sans trembler, le président de la République a transformé la fonction présidentielle en une machine à blanchir l'argent et à financer illégalement son parti politique. Dans le bureau présidentiel de l'Élysée, les lumières brûlaient encore. Macron seul face à l'écran regardait le témoignage se dérouler en direct et chaque mot était un coup de poignard. Les conseillers. Ils entraient, ils sortaient, portant des nouvelles de plus en plus catastrophiques. C'était le balai de la débâcle. Et là, son directeur de cabinet lâche la bombe. Le procureur vient d'ouvrir une enquête préliminaire. L'opposition dépose une motion de destitution. En même temps, simultanément, le sol se dérobait sous ses pieds. Macron se retourne vers la fenêtre. Dehors, dans la nuit parisienne, les manifestants scandaient implacables « Macron démission ». Et lui, le président de la République, murmure simplement « Comment sommes-nous arrivés là ?» La réponse de son directeur de cabinet froide, chirurgicale, brutale. « Vous avez sous-estimé Lecornu, monsieur le président. Vous pensiez qu'il accepterait son rôle de bouc émissaire, mais vous vous êtes trompé sur l'homme. » Ce soir-là, les notifications s'enchaînaient sans relâche sur le téléphone de Lecornu, citoyen lambda élu de terrain, magistrat, journaliste. Tous saluaient un homme qui avait osé. Des centaines de messages, une avalanche de reconnaissance. Pourtant, au milieu de tout ce bruit, un seul fit vraiment trembler quelque chose en lui. Sa mère, 78 ans. Quelques mots sobres et dévastateurs. « Mon fils, jamais je n'ai été aussi fier. Tu as choisi l'honneur plutôt que le pouvoir. C'est ce que ton père aurait voulu. » Pendant ce temps, dans l'ombre, Jean-Claude Marneau, l'homme, le mythe, celui dont personne ne connaissait vraiment le visage, mais dont chaque mouvement avait tout fait basculer. Il regardait les infos, calme, posé, avec ce petit sourire en coin que seuls les gens qui ont tout anticipé peuvent avoir, son plan. Il avait non seulement fonctionné, il avait explosé au-delà de ses espérances. Lecornu n'avait pas juste révélé la manipulation. Non, il avait ouvert une porte vers quelque chose de beaucoup plus grand, une enquête sur l'ensemble du système.
Alors Marnaud fait quoi? Il prend son téléphone, il compose le numéro, tranquillement. Je pense qu'il est temps que nous nous rencontrions en personne. Et l'écornu, évidemment, la question qui brûle, qui êtes-vous vraiment? Et la réponse glaciale, chirurgicale, je suis l'homme qui vous a appelé il y a une semaine. Et je pense que nous avons encore du travail à faire ensemble. Frère, la façon dont il dit ça. Pas de nom, pas d'explication, juste la certitude absolue que l'autre va dire oui. Le lendemain, Belleville, un resto discret, le genre d'endroit où personne ne vous regarde, où les conversations se perdent dans le bruit des assiettes. C'est là que tout a commencé. Vraiment commencé. Marnaud, 60 ans, cheveux gris, regard perçant. Le genre de mec que vous croisez et vous dites instinctivement « celui-là, il ment pas ». En face de lui, l'écornu. Et la première question qui sort, c'est celle que n'importe qui aurait posée. « Pourquoi moi ?» Pas de détour, pas de blabla. Marnaud lui répond cash « parce que vous êtes intègre, parce que vous ne vous laissez pas acheter et parce que vous étiez exactement là où il fallait être pour faire éclater la vérité. » Et là, il lâche la phrase qui change tout. « Ce que vous avez révélé, c'est rien, c'est le début. Il y a d'autres affaires, d'autres scandales, d'autres mensonges. Et la France mérite de tout savoir. » Lecornu posa les yeux sur cet homme, celui qui avait tout bouleversé dans son existence. Les mots sortirent doucement, presque pour lui-même. « Vous le savez, n'est-ce pas? Je ne pourrai plus jamais remettre les pieds en politique après tout ce qu'on a traversé. » L'autre ne répondit pas immédiatement. Il laissa le silence s'installer, puis « Et cette idée, elle vous pèse ?» Lecornu n'eut pas besoin de chercher longtemps. Une pause, courte, sincère. « Non. C'est ça le plus étrange, non. Pour la première fois depuis longtemps, je respire vraiment. » Alors l'homme hocha la tête et quelque chose se scella entre eux sans cérémonie. « Alors on continue, ensemble. Pour la République, pour la démocratie, pour la vérité. Un matin de décembre. Les couloirs de l'Élysée sont silencieux. Un téléphone sonne. Et ce moment précis, banal en apparence, allait tout changer. Car c'est là que Sébastien Lecornu a basculé. Plus le politique calculateur qu'on croyait connaître. Non, quelque chose d'autre. Un défenseur de la transparence démocratique. Rien de moins. Et cet appel, il n'était que le début. Le tout premier souffle d'une révolution, une révolution qui allait s'attaquer aux écuries d'Augias de la politique française. Nettoyer, purger, remettre les compteurs à zéro. Voilà ce que peut faire un simple coup de fil un matin de décembre. Matin de décembre. Matin de décembre. Matin de décembre.